je vais donc ouvrir cette communication par la lecture d'une lettre inédite de Claude Monet à son cher ami Georges Clémenceau, rédigée en janvier 1925, soit 2 ans après les opérations de sa cataracte et un peu moins de 2 ans avant sa disparition. Il a alors 84 ans. Mon bon ami, je vais vous faire de la peine, mais je n'ai plus la force de lutter et il me faut dire une fois la vérité. Ma vie est une torture, je ne suis plus bonne à rien. J'ai beau vouloir aboutir, je n'arrive qu'à tout perdre. Bref, je ne peux exécuter ce à quoi je me suis engagée. On voudra me convaincre, on pourra me menacer et rien n'y fera. Et tant que je serai vivant, la donation promise ne sera exécutée. Je suis prêt à rembourser à l'État les dépenses faites. Je suis tout disposé à le dédommager par le don de ma collection. C'est tout, et je vais l'écrire à Monsieur Paul Léon, le directeur des Beaux-Arts. Je suis vieux, bouleversé, bien malheureux. Je vous embrasse. À Paul Léon, en mars, Monet propose d'offrir une partie de sa collection personnelle d'œuvres d'art, et notamment ses tableaux de Cézanne, afin de dédommager l'État qui finance alors les travaux d'aménagement de l'orangerie des Tuileries, destinés à accueillir les grandes décorations, ces panneaux de nymphéas promis à l'État au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il écrit « Étant rentré en possession de mes panneaux, je pourrais les détruire, puisqu'ils le sont à moitié, et qu'ils sont indignes d'aucun musée. » À aucun moment, Monet ne songe ici à mentionner le handicap dont il souffre depuis le début des années 1910, à savoir la cataracte qui lui est officiellement diagnostiquée en juillet 1912. Car il n'est plus nécessaire de donner une raison au désespoir qui l'accable, de donner une raison à son incapacité à achever ses œuvres, tant les causes, la dégradation et les fluctuations de sa vue pendant plus de 10 ans, font désormais partie de son quotidien. Il serait pourtant légitime, entendable de dire au directeur des Beaux-Arts que n'y voyant plus suffisamment, et ce malgré les opérations dont il a bénéficié, il renonce à achever son œuvre. Comment une personne recevant la lettre d'excuse d'une autre malvoyante, portant sur l'impossibilité de fournir un travail reposant sur la vue, pourrait-elle les lui refuser ? L'excuse est valable. Mais ni Paul Léon ni Clémenceau ne cèdent à Monet devant ce que le second considère un caprice, une faiblesse difficilement pardonnable, pour la formidable raison que Clémenceau a vu les grandes décorations à Giverny dans l'atelier de Monet et qu'elles sont selon lui le plus prodigieux assemblage d'observation et d'imagination, des chefs-d'œuvre, des travaux achevés. Comment dès lors comprendre l'intrication de la pratique artistique de Monet, très productive, et de sa vision altérée par la cataracte. Ici, j'accompagne mon propos d'une photographie en noir et blanc de Monet, prise en 1926. Il est dans l'un des salons de sa maison à Giverny, assis à son bureau, mais tourné vers celui qui le regarde, le coude sur le dossier de sa chaise et la joue dans sa main. En costume de laine élégant, les cheveux presque rasés et la barbe blanche, il nous fixe, sans sourire, une expression pensive sur le visage. Sur son bureau, des papiers, les clichés d'être aimé, des petits bouquets de fleurs du jardin, une paire de lunettes rondes au verre très sombre, et couvrant les murs bord à bord, les toiles indistinctes de toute sa carrière de peintre. La cataracte, cette opacification progressive du cristallin entraînant une baisse de la vue, pouvant aller jusqu'à la cécité, est une pathologie très fréquente, principalement due au vieillissement. Normalement, le cristallin est translucide et son rôle est de permettre aux rayons lumineux de converger à l'intérieur de l'œil pour se projeter sur la rétine. Cette opacification déclenche donc différents symptômes. Une vision floue, voilée, des taches, une mauvaise perception des contrastes, des reliefs, des couleurs, des éblouissements, l'impression de halo autour de lumière vive. Il n'existe aucun traitement de la cataracte. Rien ne peut à nouveau rendre un cristallin transparent et seule l'intervention chirurgicale permet d'améliorer ou de retrouver la vue. Cette opération, elle est aujourd'hui la plus répandue au monde et elle est aussi extrêmement ancienne. Pendant des siècles, se pratique la technique de l'abaissement qui consiste à pousser le cristallin en arrière avec une aiguille pour le faire tomber dans la cavité vitréenne. Lui succède la technique de l'extraction du cristallin. Sans parler de la douleur et des risques d'infection qui subsistent, les résultats sont encore problématiques puisque l'œil laissé sans cristallin devient fortement hypermétrope avec un point focal très en arrière de la rétine. Au milieu du 19e siècle, la suture coréenne se développe qui va limiter les risques d'infection,
puis des solutions de sédation à base de cocaïne sont développées. Néanmoins, lorsque Monet apprend son diagnostic en 1912, il est terrorisé par la perspective d'une opération. Maintenant, ce sont mes yeux qui ne vont pas. Il y a 3 jours, me mettant au travail, j'ai constaté avec terreur que je ne voyais plus rien de l'œil droit. J'ai tout planté là pour aller bien vite me faire examiner par un spécialiste qui m'a déclaré que j'avais la cataracte et que l'autre œil était légèrement atteint aussi. On a beau me dire que ce n'est pas grave, que j'y verrai comme avant après l'opération, je suis très tourmentée et inquiet. La crainte de cette opération est telle que Monet refuse d'être opéré jusqu'en 1922, poursuivant ses activités de peintre pendant 10 ans, sans intervention. À vrai dire, l'évolution de sa vision entre 1912 et 1926, année de son décès, n'est pas linéaire et elle est même relativement difficile à comprendre, bien que l'on puisse s'appuyer sur sa correspondance pour avoir des informations sur sa perception visuelle. Son handicap se définit par une déficience visuelle évolutive. Monet n'est pas aveugle et les personnes aveugles, c'est-à-dire ayant une vision nulle, ne représentent que 3,5% des déficients visuels, mais il est malvoyant léger à profond selon les périodes envisagées, malvoyant profond signifiant une vision résiduelle limitée à la distinction des silhouettes. Philippe Lantoni, ophtalmologiste spécialisé dans la pathologie de la vision des couleurs, a retracé et expliqué dans plusieurs publications l'évolution de la cataracte du peintre. Monet présente donc la particularité de n'être pas affecté de la cataracte de la même façon aux 2 yeux. Comme il le mentionne lors de son diagnostic, l'œil droit est plus gravement atteint, déjà pratiquement non-voyant en 1912. Monet peint donc avec l'œil gauche, et c'est la dégradation de la vision de celui-ci qu'il commente dans sa correspondance, jusqu'à la décision de se faire opérer. En 1923, l'opération de la cataracte concerne cependant l'œil non-voyant, c'est-à-dire l'œil droit. En somme, Monet se refuse à risquer la vision qui lui reste et se décide à subir l'intervention chirurgicale lorsque la possibilité de la cécité ne lui apparaît plus comme une perte compte tenu du peu de vision qui lui reste. Juste avant l'opération, son acuité visuelle était tombée à 1/10 pour l'œil gauche et à la perception lumineuse pour l'œil droit. À cette période, Monet écrit « Ma pauvre vue me fait tout voir dans un brouillard complet ». Monet consulte le docteur Koutla en septembre 22 qui lui apprend que l'opération de l'œil droit est effectivement nécessaire. Il s'y résout. L'opération a lieu en 2 temps, à la clinique Ambroise Paré de Neuilly-sur-Seine les 10 et 31 janvier 1923. Le docteur Koutla procède à l'iridectomie, puis à l'extraction extracapsulaire de l'œil droit. Il lui retire le cristallin. Bien que l'opération soit considérée être une réussite, Monet retrouvant 3 à 4/10 à l'œil droit en vision de loin, le peintre se plaint dans les mois qui suivent d'une vision très troublée. Une complication très fréquente nécessite une 3e intervention qui, elle, est réalisée chez lui à Giverny. En juillet, le docteur Koutla y réalise une incision réussie de la membranule et Monet peut recommencer à peindre en octobre 23. Il se voit proposer l'opération de l'œil gauche, il hésite, puis il la refuse. Il y a un réel avant-après dans la peinture de Monet, mais le point de rupture n'est pas la cataracte. Il s'agit de la perte de sa seconde femme, Alice Hochdé Monet, le 19 mai 1911, des suites d'une leucémie qui le laisse complètement désespéré. C'est un long deuil douloureux pendant lequel il n'arrive plus à peindre. Il ne produit que très peu d'œuvres entre 1910 et 1914. En 1911, il écrit que la peinture le dégoûte complètement et qu'il va pour toujours remiser pinceau et couleurs. L'année suivante, il parle de la peinture comme de ce travail que j'ai dû abandonner depuis plusieurs années, hélas, et qui me laisse aujourd'hui comme un débutant, ayant tout à réapprendre. Quelques jours avant le diagnostic de la cataracte, c'est son fils aîné Jean qui fait un accident vasculaire cérébral. Et le 9 février 1914, Jean, qui est en souffrance depuis plusieurs mois, décède. Monet contemple l'abîme, après la perte de son épouse, la perte de son fils, et tourne finalement son regard vers le bassin de son jardin. Au printemps 1914, l'obsession commence. Monet écrit à son ami Gustave Geoffroy « Je suis obsédé par le désir de peindre. Je compte même entreprendre de grandes choses dont vous verrez des tentatives anciennes que j'ai retrouvées dans un sous-sol. » Clémenceau les a vues et il en est épaté. En juin, il mentionne un grand travail qu'il passionne, dont il ne souhaite pas s'éloigner.
À son marchand, il dit se lever à 4 heures du matin, piocher toute la journée et être rompu de fatigue le soir venu. Sa vue y est étonnamment, je le cite, bonne, enfin. Grâce au travail, la grande consolation, tout va bien. La guerre éclate, à laquelle participe son second fils Michel, et le travail est alors le seul moyen de ne pas trop penser aux tristesses de l'heure présente. Le handicap visuel de Monet ne semble plus exister, relégué derrière la passion du peintre pour son projet d'œuvre immense, qui naît dans le deuil et offre un lieu où s'évader des souffrances, des angoisses. Monet voit suffisamment pour réaliser ce qu'il veut faire et ne s'embarrasse plus de la considération de sa cataracte. Mu par sa passion, il va même plus loin. Il fait construire un très grand atelier dans sa propriété de 15 mètres de haut, sans fenêtre, pourvu seulement d'un éclairage zénital, dont la construction se termine en 1916. Dans l'atelier, des toiles de 2 mètres de haut sur 4,25 mètres de long sont ainsi placées sur des chevalets à roulettes très bas, au ras du sol, pouvant être déplacés et réagencés aisément. Ici, je montre une photographie en noir et blanc de Monet en 1926, debout au milieu de cet atelier, 3 de ces immenses panneaux se succédant derrière lui, représentant la surface de son bassin, sans horizon, seulement de l'eau, des nymphéas que l'on devine, et sur l'un d'entre eux un saule pleureur dont les branches semblent caresser la surface. Monet, dans ce même costume, élégant, une main dans la poche et de l'autre tenant sa palette, plisse les yeux pour nous regarder, une cigarette à la bouche. Les pinceaux, la palette pleine de peinture sont énormes, cette dernière semblant presque aussi longue que ses jambes. À côté, sur une table basse, un canapé, une petite étagère, s'accumule là-dessus un fratras de peintres, chapeau, manteau, pinceau, boîte seau, et toujours les lunettes rondes. Donc Monet s'enferme avec son œuvre et le 12 novembre 1918, le lendemain de l'armistice, écrit à Clémenceau, président du Conseil, qu'il souhaite offrir à l'État 2 panneaux décoratifs signés du jour de la victoire. Toute cette histoire de la jeunesse des grandes décorations, célèbre, semble oublier complètement le handicap de Monet, alors qu'en réalité, tous les choix qui ont été opérés là reposent sur l'acceptation par le peintre de son handicap et l'adaptation de son environnement, de sa manière de peindre et même de son choix de sujet à la cataracte. En 1918 ou 1920, le journaliste Thiébaut Sisson rend visite à Monet à Giverny et il s'en souvient en 27 et relate dans un long article sa conversation avec le peintre. À cette période, Monet explique « Je ne percevais plus avec la même intensité les couleurs. Les rouges m'apparaissaient boueux, les roses fades et les notes intermédiaires aux plus basses de ton m'échappaient. Quant aux formes, elles m'apparaissaient toujours aussi nettes et je les fixais avec la même décision. La description est cohérente avec le phénomène qui précède l'opération par lequel la cataracte absorbe de plus en plus les radiations dites froides. Compte tenu de cela, Monet décide de tenter des expériences pour mettre à l'épreuve sa vision et trouver ce qui fonctionnerait encore avec ses yeux atteints de cataracte. Je m'aperçus avec joie que si je restais insensible aux finesses et aux modalités de la couleur vue de très près, mes yeux ne me trompaient pas néanmoins qu'en prenant du recul, j'envisageais le motif par grande masse. Et ce fut le point de départ des compositions que vous allez voir dans mon atelier. Ayant compris ce qui pouvait fonctionner pour lui, Monet réfléchit au sujet qu'il souhaite peindre, de la façon dont il peut peindre. Il explique alors avoir eu longtemps l'idée de se livrer, dans chacune des catégories de motifs qu'il avait représentées par le passé, à une façon de synthèse. J'avais renoncé. La cataracte m'y a fait revenir. J'avais toujours aimé le ciel et l'eau, la verdure et les fleurs. Tous ces éléments se retrouvaient à foison dans mon petit étang. Par ailleurs, Monet remarque qu'il voyait aussi clair que jamais quand il s'agissait de tons vifs isolés dans une masse de tons sombres. Quelle partie allais-je en tirer ? Peu à peu, mes intentions se précisèrent. Ici, je montre l'un de ces panneaux de 2 mètres sur 4,5 mètres, en bas duquel des algues et des herbes vertes semblent remonter du fond du bassin jusqu'à la surface aqueuse, qui couvre la toile, agrémentée de nymphéas flottants, qui contrastent avec l'eau violacée et rose reflétant un ciel absent. Les fleurs flottant sur la surface de son bassin sont exactement ces tons vifs sur une masse sombre, un motif marqué par un contraste exacerbé pour Monet. En somme, la cataracte l'incite à reprendre son motif des nymphéas, auquel il avait déjà consacré une exposition en 1909,
dans un double mouvement, se confronter à un vaste projet tourné vers l'avenir, d'une part, et d'autre part, faire la synthèse des éléments aimés et peints par le passé, avant les deuils qui ont marqué une rupture dans sa carrière. Monet se trouve dans les grandes décorations, un horizon pour son handicap, et pour la période de sa vie dans laquelle il le sait, il ne voyagera plus. L'adaptation de la peinture à la cataracte pour le peintre est sinon aisée, tout au moins rapide. Terrorisé par la perspective de la cécité complète, pour lui qui a toujours peint en se reposant d'abord sur sa vision, il chérit ce qui lui en reste et recompose sa pratique pour qu'elle fonctionne avec son handicap. Face à la peur de perdre davantage, et on le voit dans sa correspondance songer également aux années qui lui restent à vivre, Monet capitalise sur ce qui est là, sa santé et sa vision, telles qu'elles sont. Thibaut Sisson entre enfin dans l'atelier et il est subjugué. Là aussi, devant une merveilleuse adaptation de Monet, qui souffrant d'une photophobie l'empêchant de travailler aux heures où la lumière est la plus vive sur le bassin, privilégie, je cite le journaliste, les effets du jour naissant ou sous la brume, avec un jeu de lumière très doux, de soleil déclinant, de fin de jour, de crépuscule, de nuit, tout cela d'une somptuosité, d'une richesse et d'une intensité de couleur et de vie indicibles. Ainsi, les grandes décorations naissent tout entières du handicap de Monet. Cet article est passé inaperçu des historiens de l'art, et pourtant il est crucial tant il montre comment les effets de la cataracte remettent Monet sur le chemin de la peinture, tout en modelant les conditions dans lesquelles il l'a réinvesti. Thibaut Sisson, émerveillé depuis l'entrée de l'atelier et qui voit des panneaux de nymphéas bleus, roses et violacés lorsque Monet lui dit voir des teintes chaudes et des rouges boueux, écrit « Je crus un instant que le vieil homme s'était moqué de moi en me parlant de sa vision défaillante. J'allais avoir la preuve du contraire en rentrant avec lui dans son atelier ordinaire et en y passant en revue 25 ou 30 pièces mises au rebut et qui remontaient à l'époque où, après avoir constaté son infirmité commençante, il s'était acharné quand même au travail. Les notations de couleurs y étaient odieusement fausses, et si l'artiste y subsistait dans le dessin, dans le goût de la composition, dans l'allure générale, le coloriste de toute évidence n'y était plus. Le mystère de cette merveilleuse réussite n'en subsistait pas moins. Inutile de vous creuser la tête à ce propos, me dit Monet, si j'ai retrouvé le sens de la couleur dans les grandes toiles que je viens de vous montrer, c'est que j'ai adapté mes procédés de travail à ma vue et que la plupart du temps, j'ai posé le ton au hasard, me fiant uniquement d'une part aux étiquettes de mes tubes, de l'autre à l'ordre invariable que j'avais adopté pour étaler sur ma palette les couleurs. J'en ai pris l'habitude assez vite et jamais il ne m'est arrivé de me tromper. Je dois d'ailleurs ajouter que mon mal a eu des rémittances, qu'à plusieurs reprises j'ai eu la vision de la couleur comme avant et que j'en ai profité pour me contrôler utilement. Ce passage révèle une autre ressource de Monet, qui met en place une stratégie pour contourner les effets entravants de sa cataracte, en se reposant sur sa mémoire, et une organisation méthodique de son travail. Mais ce que cela prouve également, et c'est passionnant, c'est que Monet peut à l'envi naviguer entre sa perception réelle du monde, modifiée par la cataracte, et la perception dont il se souvient, et qui est celle qu'il suppose au spectateur de l'œuvre. Il est capable de basculer de l'un à l'autre de ses modes de représentation et choisit d'expérimenter, de fait, les effets de sa vision cataractée sur la peinture. Monet explore son handicap en peinture et cette expérimentation est abondante. Ici, je vais montrer 3 toiles de Monet, dont 2 représentent le pont japonais qui surplombe le bassin et une autre, l'allée de rosiers de son jardin. Sans leur titre ou sans contexte, il est difficile d'y reconnaître le sujet, car chacune présente une touche picturale très épaisse et très abondante, en mêlant des teintes nombreuses et chaudes où le rouge, le jaune et le vert dominent. La trace visible du pinceau vient comme des lianes représenter l'arc du pont, en le fondant dans une végétation et une eau qui sont comme enflammées. Il n'y a pas de respiration, pas de ciel dans ces toiles dans lesquelles la couleur déborde. Les différents plans se devinent plus qu'ils ne se comprennent, mais les empattements donnent la sensation de la matérialité des végétaux, de la profusion qui est la leur dans les jardins à Giverny. Aucune de ces toiles n'est signée, elles ont été vendues ou données par son fils Michel après son décès. Ce volet presque abstrait, expressionniste de l'œuvre de Monet est bien sûr beaucoup moins connu que les toiles impressionnistes des années 70 ou 80, que les nymphéas,
Mais il est aussi moins compris et apprécié. Dans l'historiographie, il est souvent disqualifié par la cataracte. Cette peinture, qui se préoccupe de moins en moins de vraisemblance, aurait moins de valeur parce que le merveilleux instrument de Monet, sur lequel tout l'impressionnisme s'est construit, l'œil, dysfonctionne. Personnellement, j'ai toujours adoré cette partie de son œuvre, sans parvenir à saisir exactement pourquoi, et je l'ai compris en préparant cette communication. Il y a une autre série, si l'on peut utiliser ce terme, d'œuvres qui me bouleversent, et c'est celle des autoportraits de Rembrandt, qui saisit son image à différents âges, dans différents costumes, et qui observe le temps qui passe sur ou plutôt au travers de lui. J'ai la sensation que les œuvres presque abstraites de Monet ont la même fonction. Elles contemplent le passé au travers d'une image du présent et évaluent la perte sans jugement. Dans ses œuvres, le peintre observe sa propre vulnérabilité comme s'examinant dans un miroir et la fixe dans les deux sens du terme. Dans ce volet pictural, qui s'égrène jusqu'à la fin de la vie de Monet, qui comprend des toiles signées, d'autres non, certaines vendues, gardées, remisées, d'autres montrées aux visiteurs, comme c'est le cas ici, et même accrochées au mur, comme l'est toute la série des ponts japonais, Monet expérimente la cataracte dans un registre plus personnel, intime, le regard tourné vers l'intérieur du jardin et vers sa maison. À la cataracte, à son handicap, il offre la possibilité de modifier la peinture, se jouant de l'exercice et le poussant parfois à l'extrême. Alors, peinture défouloir, expérimentation artistique, tentative ratée mais gardée. On sait en tout cas que Monet détruisait les toiles dont il s'estimait insatisfait, conscient qu'elles seraient très bien vendues, mais se refusant à ce qu'elles ternissent la qualité du reste de son œuvre. Or, ces toiles qu'il montre à Thibaut Sisson, il les garde et entre 1913 et 1926, entre la cataracte et la fin de sa vie, il réalise en tout cas nous sont parvenus, plus de 200 panneaux ou toiles. Mélange d'essais pour les grandes décorations et de travail personnel, enregistrant son regard modifié par le handicap. Monet fait le choix de garder toutes ces toiles, démontrant la valeur qu'il leur confère, plutôt que de les détruire, ce qu'il n'a pourtant pas cessé de s'autoriser. Il le fait d'ailleurs en 1917, où il se confronte une très rare fois à son reflet. Monet produit vraisemblablement 4 autoportraits de lui, en détruit 3. Il ne garde que celui que vous voyez là, qu'il offre à Clémenceau. Le peintre s'y représente flottant et inachevé, puisqu'on y voit seulement sa tête entourée d'un halo de peinture sur la toile, comme nu, balayé d'une couleur de craie, à l'image de ses nymphéas et du caractère non fini de l'œuvre, qu'il cultive désormais, presque malgré lui. Je montre ici un panneau de nymphéa de 2 mètres par 6, où la surface aqueuse et mauve reflète une lumière de début ou de fin de journée, ainsi que des nuages pâles et dorés, seule note de chaleur dans un ensemble de teintes froides, où se mêlent quelques nymphéas, des iris venus du bord invisible du bassin et quelques branches fleuries plongeant vers le milieu du panneau. L'ensemble très doux donne l'impression de regarder le ciel tout en se penchant vers ses pieds et crée une sensation de vertige. Après l'annonce de la donation, Clémenceau convainc vraisemblablement Monet de donner plus que 2 panneaux. S'engage la réalisation de la donation telle que nous la connaissons au musée de l'Orangerie, un long périple marqué par le découragement fréquent de Monet. En effet, le peintre souffre de 2 maux. La cataracte, qui ne se réduit pas à son aspect positif de catalyseur créatif, et ce que le peintre appelle la maladie de mieux faire. Cette maladie de mieux faire, je ne sais pas s'il existe un terme médical pour elle, mais le perfectionnisme est insuffisant à le décrire dans les proportions où Monet le vit, puisqu'il s'accompagne de phases intenses de désespoir, de détestation et de dévalorisation de son œuvre, de ses toiles, de négation de son talent, en bref, de découragement total. Et ce mal accompagne Monet tout au long de sa vie. Or, l'intrication de la cataracte et de ce phénomène mental est une réelle source de souffrance pour le peintre, car même s'il parvient à créer avec son handicap visuel, il lui complique sa tâche de peintre, il est variable, il l'interrompt, il l'empêche d'être absolument sûr de ce qu'il fait et de ce qu'il voit. Et c'est dans ce contexte que naissent les surchefs-d'œuvre dont parle Clémenceau,
qui sont les panneaux destinés à la donation à l'État que Monet retouche sans cesse parce qu'il n'est pas satisfait d'eux. Clemenceau, qui est engagé lui aussi dans cette donation, dont il est le principal intermédiaire, l'encourage, se moque gentiment de lui, le menace parfois et lui retire temporairement son amitié lorsqu'il renonce à la donation. Les sur-chefs-d'œuvre sont la tentative par Monet de faire ce qui serait mieux qu'un chef-d'œuvre et que Clemenceau ne peut pas comprendre puisqu'il a vu les œuvres et qu'il les estime parfaites. Mais bien sûr, Clemenceau et Monet ne voient pas la même chose. Et personne n'est en mesure de se représenter ce que Monet voit. Ni ce qu'il voit réellement, ni la distance qui sépare ce que Monet parvient à faire de ce que son esprit, son expérience de peintre lui impose comme vision de ce que devraient être les grandes décorations. Le handicap peut être un facteur d'isolement, d'incompréhension. Clemenceau peut-il se mettre à la place de Monet ? Clemenceau lui écrit « Je vous ai toujours vu mécontent de vous-même quand vous aviez 2 yeux. Lorsque vous en aurez 4, ce sera tout pareil. Ne déchirez pas vos toiles avant d'y mettre de la couleur. J'espère que vous barbouillez ferme. Jamais on ne vit un aveugle autant s'amuser avec la lumière. Ah, vous y voyez mieux. C'est embêtant de ne pouvoir se plaindre après tous les cris de sauvage que vous avez poussés. Comme depuis 40 ans, vous n'avez fait que des cochonneries, cela ne vous change pas. Continuez donc à hurler, puisque c'est ce qu'il vous faut pour peindre. » En effet, à partir de l'opération de la cataracte, Monet se plaint tout le temps, puisqu'elle vient déstabiliser le système qu'il a mis en place pour réussir à peindre. Les couleurs changent, l'acuité aussi, et les 2 yeux ont une vision très différente, source de vertige. Pendant de longs mois, tout son quotidien est bouleversé, et ce sont même les gestes les plus usuels, prendre les escaliers, écrire une lettre, qui deviennent difficiles, voire impossibles. Néanmoins, l'inacceptable pour Monet, ce sont les conséquences de l'intervention sur sa vision des couleurs, car l'œil droit opéré génère désormais l'inverse de ce que l'œil gauche percevait jusque-là. L'œil droit est aphaque, dépourvu de cristallin, et Monet voit désormais jaune ce qui est vert et le reste plus ou moins bleu. À nouveau, il tente différentes adaptations, peindre en cachant l'œil gauche avec un papier noir, l'usage de mydriatique en collyre, ce sont des gouttes qui lui permettent de dilater sa pupille temporairement, des lunettes au vert teinté, rien n'y fait, il se plaint encore de sa vision en mai 1924, 1 an et demi après l'opération. Si je devais toujours voir la nature comme je la vois actuellement, je préférerais être aveugle et conserver le souvenir des beautés que j'ai toujours vues. Traumatisé par cette nouvelle vision rendue par l'intervention chirurgicale, Monet refuse l'opération de l'œil gauche que lui conseille fortement Clemenceau. « Mon vieux cœur, vous avez fait des toiles nouvelles dont la plupart étaient et sont encore des chefs-d'œuvre si vous ne les avez pas abîmées. Puis vous avez voulu faire des sur-chefs-d'œuvre, cela avec un instrument de vision que vous avez voulu vous-même imparfait, et vous vous courroucez à l'idée que vous n'arrivez pas à vous contenter. Cette aberration pure. Voilà bientôt arrivé au terme de la grande journée. Il faut donc aboutir artistiquement et honorablement, car il n'y a pas de si dans les engagements que vous avez pris. Mais rien n'y fait. Et Monet ne respecte pas l'acte de donation signé en 1922, prévoyant que l'État engageait les travaux à l'orangerie en échange de la livraison dans les 2 ans de 19 panneaux représentant 10 ensembles picturaux qui constituent les grandes décorations. Donc ici, je montre 3 ensembles tels qu'ils sont présentés aujourd'hui au musée de l'Orangerie. Le matin au saule, les 2 saules et le matin clair au saule font 2 mètres de haut et 42,5 mètres de long, marouflés au mur dans une pièce ovale, blanche immaculée et pourvue d'un éclairage zénithal uniforme. Ces ensembles couvrent les murs d'une surface aqueuse bleutée qui reflète des nuages qui sont comme balayés par le vent. Ici, les troncs et les branches des saules pleureurs qui encadrent chaque ensemble viennent resituer le bord du bassin invisible sous les pieds des spectateurs, confrontés à une immensité d'eau et de ciel mêlés, sans horizon, qui permettent de s'en extraire. En juillet 1925, 2 ans et demi après l'opération, Monet retrouve sa vision initiale des couleurs. Il se dit, étant en plein travail et avec une joie sans pareille, car ma vue s'est totalement améliorée. Je travaille comme jamais, je suis content de ce que je fais, et si les nouveaux vers sont encore meilleurs, alors je ne demande plus qu'à vivre jusqu'à 100 ans. Si le handicap semble prendre fin en 1925,
Le grand œuvre de Monet, son alchimie de peinture qu'il travaille depuis plus de 10 ans avec la cataracte, lui, ne se terminera jamais. Monet ne le livrera jamais. En juillet 1926, dans une lettre inédite, il demande au directeur des Beaux-Arts de patienter tout l'hiver, espérant pouvoir retoucher ses panneaux, qu'il estime dans un état, je cite, bien incomplet, pour pouvoir les livrer au printemps suivant. Quelques mois plus tard, il lui explique avoir été malade, mais reprendre courage, et s'être remis au travail, mais à de très petites doses. Et c'est la toute dernière lettre que l'on connaisse de Monet. Il décède 2 mois plus tard, le 5 décembre. Ces dernières lettres, elles me semblent importantes, car en projetant la livraison par-delà sa mort, au printemps 27, elles confirment que l'œuvre qui se trouve au musée de l'Orangerie n'est pas finie. Devant les grandes décorations, il faut se rappeler que cette œuvre-là, en cours, ouverte, il s'agit toujours d'un projet, d'un programme qui n'est pas clos. Cette œuvre naît de son handicap, modelée par lui, et l'ayant fait réciproquement évoluer, puisque c'est pour finir cette œuvre que Monet dépasse sa crainte de se faire opérer, cette œuvre contient tous les paradoxes de Monet. Devant la menace de voir de moins en moins, jusqu'à la cécité, s'engager dans la réalisation d'une œuvre immense. Devant la fin de la vie qui se profile, faire naître un programme prodigieusement inédit, tant dans la forme que dans le contenu. Au sommet d'une carrière couronnée de succès, imposée à l'État par donation, cette œuvre radicale, quitte à remettre en cause sa fortune critique. Malgré le soutien de tous et les encouragements, déplorer sa peinture, dévaloriser son talent. Vouloir s'en détourner, annoncer abandonner l'œuvre, puis traverser le jardin, atteint d'une sclérose pulmonaire pour se rendre dans l'atelier à 86 ans et prendre les pinceaux devant une œuvre plus grande que lui. Pour Monet, la peinture ne peut pas finir. Elle ne peut tout simplement jamais finir. Les grandes décorations, obsession désespérante, doivent être comprises comme le support des dernières années de la vie du peintre. Elles sont l'œuvre prodigieuse de son handicap, le lieu et la raison de la souffrance, de la joie. Elles sont le décor qui se tient entre l'obscurité totale et Monet. Je vous remercie.